je suis Jeanne Van Half et pendant tout le mois de janvier, ma romance Promesse du bout du monde est en promotion. C'est l'histoire de Abby, une jeune étudiante étrangère qui, au moment de renouveler son titre de séjour, apprend qu'elle va devoir rentrer dans son pays natal, l'Afrique australe, à la fin de ses études. Sauf qu'elle est traumatisée, elle ne veut pas rentrer et donc dans sa famille d'accueil, la seule option qu'on lui donne, c'est déposer un français. Et ne faites pas ça chez vous les gens, c'est pas forcément légal. Et je ne suis pas responsable de vos décisions. Et l'heureuse élue est Chandra. Chandra qui est un journaliste, reporter de guerre, qui a sauvé la vie d'Abby à 9 ans plus tôt. Et accessoirement, elle a un crush pour lui depuis autant de temps. Et ce sont deux personnalités très 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 différentes. J'ai fait un épisode à ce sujet, c'est le torrent et la source. C'est l'âme sensible et le cynique. Et il y a trois curiosités qui sont dans le roman dont j'aimerais parler. Premièrement, Abby et Chandra n'ont pas de surnom affectueux l'un pour l'autre. Même quand ils tombent amoureux, il n'y en a pas. Normalement, quand dans mes histoires, j'aime bien trouver un surnom affectueux qui est vraiment parfait pour les personnages. Je cherche parfois je reste très terre à terre, c'est mon chéri, ma chérie, mon amour, m'amour, etc. Mais d'autres fois, je cherche dans les langues maternelles, que ce soit en espagnol, en portugais, en serbe. Oui, j'ai un héros qui est serbe. Voilà. Donc, normalement, je cherche toujours quelque chose qui soit vraiment propre à eux, du genre, si j'ai un surnom devant mes yeux, je sais de quelle histoire il s'agit, de quel personnage il s'agit. Mais, de temps en temps, ça arrive, il y a des personnages qui n'ont pas de surnom affectueux. Donc, dans Promesse du bout du monde, c'est un mariage arrangé, c'est un mariage blanc. Et quand on est en train d'entrer dans un mariage blanc, ce n'est pas quelque chose qu'on va le dire publiquement, qu'on va annoncer haut et fort, les gens, n'est-ce pas? Les gens, parce que c'est pas très légal. Donc, on va pas dire qu'on est en train de faire quelque chose de pas très légal à voix haute, hein, on va être discret. Donc, du coup, les gens qui se lancent dans un mariage blanc ou dans un mariage gris vont faire en sorte vont faire semblant d'être amoureux quand ils sont en public, entre quatre murs, vous faites ce que vous voulez, mais en public, ils vont faire en sorte de paraître très amoureux, très complices, etc. Complice quand tu ne peux même pas gérer la personne pendant 5 minutes, les gens. Anyway. Et donc, bien sûr, comme non seulement c'est un mariage blanc, donc ils vont pas se marier par amour, et c'est une romance slow burn, donc ils vont prendre leur temps pour apprendre à s'apprécier, apprendre à communiquer, apprendre à cohabiter, apprendre à s'aimer, à ne pas s'entretuer, n'est-ce pas? Donc il va leur falloir du temps pour apprendre tout ça, pour tomber amoureux, mais même quand ils tombent amoureux, il n'y a pas de surnom affectueux. La seule fois de tout le roman où il y a ma chérie qui arrive, c'est avant le mariage. Abby emménage chez Chandra 1 mois ou 2 avant le mariage pour que le mariage ce sera déjà assez stressant comme ça, on va pas ajouter le mariage et l'emménagement dans la même semaine. Donc habituez-vous à être ensemble les gens, à ne pas vous entretuer pendant 5 minutes et après on verra. Donc Abby emménage chez Chandra. Et un jour, elle est avec une de ses amies, Mona. Elles sont en train de faire un travail à rendre pour la fac. Et Chandra rentre du travail et c'est la première fois qu'il voit Mona. Donc, il ne la connaît pas et il improvise. Et il arrive, comment ça va ma chérie? Et Abby, elle est là, oh punaise, non. Et genre,
Abby a un crush pour Chandra depuis 9 ans, depuis qu'elle est gamine, depuis qu'elle est collégienne. Pour lui, c'est son Maharaja charmant. Et quand il lui lance ma chérie, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas du tout parce que c'est un jeu de rôle, parce que voilà. Et c'est tellement atroce pour elle parce qu'elle avait rêvé, gamine, de l'épouser, mais c'était pas de cette façon qu'elle voulait l'épouser. C'était pas comme ça qu'elle voulait réaliser ce rêve. Donc c'est un peu perturbant d'être appelée ma chérie alors qu'il n'y croit pas une seconde. Et le truc c'est que Mouna est une des rares personnes qui est au courant que c'est un mariage blanc. Et du coup, Abby est très rapide dans le non, non, arrête, tu n'as pas besoin de faire ça devant Mouna, elle sait, etc. C'est pas la peine. Genre, c'est pas la peine de jouer ce rôle-là. Et lui fait ok. Genre, ok, donc pour lui, hein, il osef un peu. Mais c'est donc la seule fois, la première et dernière fois qu'il y a eu un ma chérie qui a traversé le truc. Et ça n'est pas revenu. Hein? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une ma chérie, mon chéri, mon amour, etc., qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils ne s'aiment pas profondément. Et, et ouais. Je suis en train, là, j'ai un moment d'arrêt parce que je suis en train de visualiser certaines scènes. Je suis en train de visualiser certaines scènes où, ouais, ils s'aiment. Donc, ils n'ont pas besoin d'un surnom affectueux pour prouver à quel point ils s'aiment. Et je suis partie loin. Parce que quand on aime ces personnages et quand on aime ces histoires, ben, on se fait un film. Et j'étais en train de faire un film dans ma tête. Voilà. Donc, ils n'ont pas de surnom affectueux. Et le seul moment où Chandra dit ma chérie, elle ne réagit pas très bien. En même temps, quand tu joues un rôle, n'est-ce pas? Deuxième point, c'est que, deuxième curiosité qui est dans le roman, c'est que Abby ne dit jamais que ses parents sont morts. Mais ils sont morts. Abby est orpheline. C'est parce qu'elle est orpheline qu'elle quitte l'Afrique australe. C'est parce qu'elle est orpheline que Chandra l'a fait sortir de l'Afrique australe et l'envoie dans sa propre famille en région parisienne. Mais à aucun moment, Abby ne dit « mes parents sont morts » ou « mes parents ont été tués » par exemple. Jamais, 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 jamais. Elle dit « mes parents ne sont pas là ». Elle dit « mes parents sont des martyrs pour leur cause, etc. » Mais elle ne dit jamais ce qui est arrivé. Elle ne le dit jamais, elle ne prononce jamais cette phrase. Ça fait partie de son côté autruche, n'est-ce pas? Ça fait partie de son syndrome de l'autruche. C'est un de ses symptômes. Ne pas dire ce qu'il en est parce que ça blesse. Et Abby a déjà suffisamment souffert avant même d'être majeure pour avoir envie de ressasser. L'absence de ses parents est déjà suffisamment grande, suffisamment pesante, suffisamment anxiogène pour en plus ajouter la couche qu'ils ont été tués. Pour en plus ajouter la couche de la façon dont ça a été fait et le fait que Abby a été témoin. C'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais oublier et donc elle ne veut pas ajouter à son deuil qu'elle n'a toujours pas fait, à l'absence, à la situation qu'elle a vécue, au traumatisme que ça a engendré. Elle ne veut pas ajouter en plus le fait de dire à voix haute mes parents sont morts ou mes parents ont été tués. Non, donc elle se contente d'un mes parents ne sont pas là.
Et ça rejoint aussi le fait que, et ça, ce n'est pas ça la curiosité, parce que quand je parle de Promesse du bout du monde, c'est une des choses que je dis en premier, c'est que dans son syndrome de l'autruche, elle ne dit jamais qu'elle est australo-africaine. Elle est blanche, elle a un nom à consonance anglophone, elle a un accent anglais, un léger accent anglais, qu'elle n'arrive même pas à s'en débarrasser, sinon elle se serait déjà débarrassée du truc. Et quand les gens la prennent pour une petite anglaise, elle accepte. Parce que dire qu'elle est australo-africaine impliquerait le fait qu'elle devrait raconter son histoire, parce qu'on connaît très peu de choses sur l'Afrique australe, mais on sait que l'Afrique australe est en guerre. Donc, elle n'a pas envie de raconter son histoire, elle n'a pas envie de raconter comment elle est arrivée en France, et elle est arrivée en France parce que ses parents sont morts. Donc, il y a des choses qui, tout s'en mêle, tout fait partie du même non-jeu. C'est parce que c'est pas un jeu qu'elle joue. C'est un mécanisme de défense, c'est de la survie. C'est de la survie émotionnelle, c'est de la protection post-traumatique. Et donc, elle ne va pas dire que ses parents sont morts de la même façon qu'elle ne va pas dire qu'elle est australo-africaine, qu'elle ne va pas dire réfugiée, parce qu'une fois qu'on pose la question de qui tu es, si elle devait dire la vérité, ça remonterait toujours au fait que ses parents sont morts. Voilà. Et comme elle ne dira jamais donc que ses parents sont morts. Donc c'est quelque chose que elle réserve pour personne en fait. Les gens qui savent que ses parents sont morts sont les gens de sa famille d'accueil, sa meilleure amie, etc. Et maintenant son mari. Au-delà de ça, elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin que le monde sache qui elle est, d'où elle vient, etc., etc. Donc, ça arrange très bien que son mari, n'est-ce pas, son futur mari, son mari était présent quand tout a basculé. Il était là et il a pris dans ses bras. Il était une fois le Kalahari. Et ça arrive dans les derniers chapitres. Je cherche. Voilà. Dans le dernier chapitre. Et Chandra est avec Abby quand les choses se bousculent, quand leur vie change complètement. Et donc, pour une fois, c'est pas pour une fois, mais la personne en face, ça tombe bien que c'est son mari, la personne en face connaît son histoire et elle n'a pas besoin de raconter son histoire. Donc, le hasard fait très bien les choses, n'est-ce pas? Parfois. Pas toujours, mais parfois. Et troisième et dernière curiosité qui est dans le roman, c'est que Chandra est un journaliste, reporter de guerre, et il est écrivain. Il écrit des livres et son agente est en train d'essayer de lui faire écrire des thrillers. Parce que ça va mieux. Et en face, on a Abby qui fait des études de médias et communication dont le projet professionnel est de faire des reportages vidéo. Et à un moment, autour de Noël, il y a Abby, quand ils commencent à discuter, quand ils arrivent à tenir au moins 10 minutes sans s'entretuer, Abby explique que les mots ne sont pas importants. Elle est en train de dire à Chandra que pour elle, les mots ne sont pas importants parce que ce sont les scènes, ce sont les sons qui restent. Et ça vexe. Pour une fois, c'est dans l'autre sens. Ça vexe Chandra parce que les mots sont son métier, c'est son gagne-pain. Il est journaliste, il est écrivain, donc les mots, c'est tout ce qu'il sait faire. Et dire que ça n'a aucune importance c'est très vexant. Et pendant 3 jours, il est en train
de faire circuler ça dans sa tête, de ruminer dans son coin, et il revient et dit mais comment ça les mots ne sont pas importants, du genre est-ce qu'il faut que je pointe à Pôle emploi, c'était encore Pôle emploi, est-ce qu'il faut que je pointe à Pôle emploi, du genre parce que vu que ce n'est pas important, donc mon métier ne sert à rien. Et elle a fait mais en fait le truc ce n'est pas les mots, c'est parce que quand on lit un livre, quand on discute, etc., on n'a pas les mots exacts. Si par exemple vous êtes en train d'avoir une discussion qui n'est pas sur téléphone, mais vous êtes en train d'avoir une discussion en tête-à-tête avec quelqu'un et c'est une conversation très forte, très poignante que vous allez vous en souvenir pendant 10 ans, vous n'allez pas vous souvenir des mots exacts ou de l'ordre des mots exacts, vous allez vous souvenir du message passé, vous allez vous souvenir des émotions ressentées. C'est la même chose pour les livres. Et le truc, c'est que je suis romancière, donc les mots sont mon travail à moi aussi. Et j'ai pris mon temps à soigner mes mots. Sauf que dans cette histoire-là, dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel livre, ce ne sont pas les mots qui sont importants. Ce sont les émotions qu'on ressent en lisant ces mots. Ce n'est pas la même chose. En tant qu'éditrice, je conseille souvent à dire, mais détachez-vous du texte. Les gens, s'il vous faut recommencer votre histoire plus d'une fois, etc., pour raconter la bonne histoire, pour trouver le bon axe, etc., ben faites-le, parce que l'important d'un livre, l'important de cet objet, ce ne sont pas les mots qui sont là. Ce ne sont pas les mots, ce sont les émotions qu'on ressent. Ce sont les personnages qu'on crée. Ce sont les scènes qu'on vit et qu'on vit par procuration. Donc, ce qui importe dans cet objet, c'est le film qui reste. C'est le film. Les mots, c'est très bien. Et parfois, ils vont toucher plus que d'autres. Et c'est génial. Genre, il y a toutes ces citations, etc. Il y a toujours un mot qui va ressortir. Il y a une citation qui va ressortir. Il y a une citation qu'on va ressortir pour partager sur les réseaux, pour en faire des posters, etc. Si on va adapter au cinéma dans une série, il y a certains mots qu'on garde. Pardon. Il y a certaines expressions qu'on garde, oui, mais certaines. Ce n'est pas le livre entier. Ce n'est pas tous les livres. Parce que ce qu'on retient, c'est l'émotion qu'on a ressentie en le lisant. Et le truc, c'est que parce que Abby, encore une fois, elle souffre du syndrome de l'autruche, elle ne veut pas savoir ce qui se passe, elle ne veut pas voir les infos, surtout elle ne veut pas savoir ce qui se passe en Afrique australe. Le truc, c'est qu'elle dit, je n'ai pas besoin de te lire, que ce soit lire dans ton magazine ou t'écouter parler quand tu es sur un plateau télé, etc. Je n'ai pas besoin de te lire ou de t'écouter pour savoir ce que tu dis. Parce que l'important, ce n'est pas les mots que tu as utilisés, c'est le message que tu as fait passer. Et pour le pire, pardon. J'avais une expression en portugais, c'est du genre par mes péchés, mais je trouve pas l'équivalent en français, mais du genre et parce que j'ai la chance ou la malchance de te connaître, je sais quel est le message que tu veux faire passer. Parce que ce n'est pas parce que je t'écoute, ce n'est pas parce que je te lis, c'est parce que je te connais. C'est parce que je te fréquente et je fréquente les gens qui te fréquentent. Je fréquente ta famille. Donc c'est par eux que je vais entendre ton message. Et c'est sûr et certain que le message qu'on fait passer, ce n'est pas les mots exacts que Chandra a utilisés, que ce soit dans ses articles ou dans un passage télé. Ce ne sont pas les mots qui restent, c'est le message. Et ce qui est très ironique, ce qui est très particulier, c'est que Abby dit tout ça et
au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils commencent à passer du temps ensemble, qu'ils commencent à communiquer, Chandra se rend compte que même si elle ne croit pas au pouvoir des mots, Abby a des mots qui restent. Elle a des mots, quand elle parle, elle a des mots qui troublent, qui bouleversent, qui sont parfois comme des poignards. Et c'est quelque chose que lui n'a jamais ressenti, alors que lui, ce qu'il écrit, il peut être très brut de décoffrage. Donc, par exemple, Abby, quand elle commence, va essayer de lire ce qu'il est en train d'écrire pour le magazine, etc. Elle ressent comme des coups de poing, tellement c'est violent, pas par le vocabulaire, mais par l'image qui fait passer. Donc, et c'est très ironique que l'inverse est également vrai. Pour Chandra, quand Chandra écoute enfin, parce qu'ils ont enfin des conversations, quand Chandra écoute Abby pour la première fois, pour les premières fois, mais vraiment d'écouter parler, pas juste pour dismiss, du genre ouais ça va, voilà. Quand il entend vraiment, l'écoute vraiment parler, il se rend compte que Abby est magique au fait. Et même si elle ne fait rien avec les mots parce que son média à elle c'est la vidéo, pour elle ce sont les images, euh, les mots, il se dit qu'elle devrait écrire elle. Il y a des mots par exemple, là je ne peux pas dire le truc exact, encore une fois c'est une question de citation, mais par exemple quand à un moment ils sont tous les deux, et ils parlent justement des parents d'Abby. Et elle est en train de parler du poids que c'est d'être leur fille, parce que ils avaient une aura et leur mort leur a donné un autre type d'aura. Ils font partie de l'histoire de leur pays. Et par son nom, rien que par son nom, Abby fait partie de l'histoire de l'Afrique australe. Et c'est un poids qu'elle n'a jamais demandé, qu'elle n'a jamais accepté. Et il y a des fois où le poids de ses parents est tellement lourd, elle dit à Chandra que elle n'a pas honte de ses parents. Elle peut être très fière de ce qu'ils ont fait, etc. Elle n'a pas honte de ses parents. Mais elle ne veut pas être leur fille. Parce que tout ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle est, tout dans sa personnalité a été façonné par ses parents. Non seulement par l'éducation, etc., mais par qui ils étaient. Avant leur mort, parce qu'ils étaient des militants, des activistes, des politiciens, etc., tout ça a transformé sa vie d'une façon négative, d'une façon violente. Et après ça, tout ça a encore façonné sa vie après leur mort, parce qu'elle est à tel point traumatisée par leur disparition qu'elle n'arrive pas à avancer sans devoir cacher qui elle est entièrement. Comme je disais, elle ne dit pas qu'elle est d'Afrique australe, elle ne dit pas que ses parents sont morts, etc. Parce que tout ça continue de peser sur elle. Elle n'arrive toujours pas à faire son deuil. Donc elle dit, je n'ai pas honte de mes parents, je veux juste ne plus être leur fille. Et il y a dans ce type de conversation, Chandra, il fait, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette fille? Elle devrait écrire elle aussi. Et il y a pour terminer ma citation préférée, une de mes citations préférées de tous mes romans. Ça, je la connais presque par cœur, mais juste pour ne pas bafouiller devant l'écran. Je vais la lire. Elle est tout en bas. Et ils sont mariés depuis un moment. Ils sont mariés depuis un moment, ils sont devenus amis, ils sont devenus complices, etc. Donc il y a des choses que Abby sent plus le courage de dire, et il y a plus de confidence. Enfin. Et c'est le moment où Abby avoue enfin à Chandra que
qu'elle a toujours eu un crush pour lui, que quand elle était collégienne, elle voulait l'épouser, c'était son mariage charmant. Et dans la discussion, voilà ce qu'elle dit. J'ai beau avoir rêvé t'épouser, Chandra. T'épouser était loin d'être un rêve. Entre la bague au doigt et l'amour, j'aurais préféré que tu m'aimes. En toute modestie, c'est beau, mais en toute modestie. J'ai beau avoir rêvé t'épouser était loin d'être un rêve. Entre la bague au doigt et l'amour, j'aurais préféré que tu m'aimes. Donc, Promesse du bout du monde est en promotion tout le mois de janvier. Ciao!